Hello tout le monde, c'est Walgo et aujourd'hui on va parler de la Mascarade des Frères Grimm, un jeu de société à identité secrète dans l'univers des Frères Grimm. Donc vous pourrez retrouver la Belle au Bois dormant, le Grand Méchant Loup et d'autres personnages mythiques de cet univers. Dans la forêt, dans la Mascarade des Frères Grimm, vous incarnez donc un personnage secret et pour gagner, il va falloir soit récupérer deux artefacts pour pouvoir désigner un personnage ou récupérer ces trois artefacts liés à son personnage pour être déclaré vainqueur lors de cette manche. Le jeu se joue en trois manches distinctes et le gagnant est celui qui récupère le plus de roses à la fin de la partie. On voit plus en détail ce que le jeu nous propose après le jingle. Allez, c'est parti. Alors voici une configuration pour 4 joueurs pour la Mascarade des Frères Grimm. Dans ce jeu, chaque joueur incarne un personnage dont lui seul a le secret. Et pour parvenir à trouver l'identité secrète de chaque joueur, il y aura une question d'artefact. Quand vous rassemblez deux artefacts quand vous donnez deux artefacts pareils à quelqu'un, ce joueur va devoir donner une information. S'il en reçoit trois, c'est pareil, il devra donner une information. Je vous explique tout de suite avec une carte. Ici, vous avez les artefacts de malheur, où si le joueur en question le reçoit, il a perdu et dévoile directement son personnage et pour cette manche, il ne peut continuer qu'à essayer de trouver l'identité des autres joueurs. Si jamais il reçoit trois cartes de ce même symbole, il gagne et reçoit le premier jeton lié au round. Par contre, si ce n'est pas trois cartes qui correspondent à son personnage, c'est pareil, il dit que ce n'est pas son personnage et donne une information en mettant un marqueur sur l'un des personnages. On va devoir récupérer donc des artefacts, ainsi de suite, donner des informations par rapport à ce tableau. Et comment on va faire? Eh bien tout simplement, je vous explique maintenant le procédé. Donc le premier joueur qui commence, c'est celui qui s'est déguisé en dernier. Donc là, je vous laisse juste pour la forme. Donc ici, nous avons des artefacts de base, 4 plus 2 en fonction du nombre de joueurs. Le premier va donc prendre une carte qui l'intéresse. Il va surtout pas prendre la friandise car c'est sa carte qui l'élimine. Donc là, en l'occurrence, il se dit tiens, je vais prendre au pif le miroir. L'autre joueur va faire pareil. Donc là, c'est la Belle au Bois dormant. Pour elle, l'information à prendre en compte, c'est ne surtout pas prendre la carte qui est là-bas. Donc, elle va prendre au pif la couronne. Ici, nous avons la méchante reine qui, pareil, ici, elle va devoir prendre une carte. Donc là, son truc de bienfait, positif, elle va prendre cette carte-là, face visible également. Et le dernier, nous avons Cendrillon qui, elle, pour ses 20 ans, non, c'est la plus jolie des enfants, mais bon, bref, elle aussi, elle va prendre le soulier de verre. Donc là, nous avons le début. Ces deux autres cartes ici sont défaussées. Et le premier joueur va pouvoir commencer son tour de jeu. Avant, nous avons donc les jetons qui marquent en fonction des personnages sur la piste des personnages. Nous avons les roses. Pour gagner des roses, soit c'est que vous avez réussi à démasquer un personnage en faisant l'action ici. Pour faire une action, il faut deux cartes pareilles. Donc quand vous en avez dans votre jeu deux cartes pareilles, vous pouvez vous en servir pour faire une action là-bas. Vous pouvez également, quand vous donnez une carte qui va éliminer un joueur, la deuxième carte qui élimine un joueur, et que si c'est vous qui l'avez donné, vous gagnez également une rose. Le premier joueur, celui-là qui gagne, c'est le premier qui a atteint 10 roses à la fin d'un round, ou qui en a le plus à la fin du troisième round. Car ça se joue en 3 manches. Donc là, il va prendre une carte, ça c'est son action de jeu. Il a une horloge. L'horloge, ça ne lui sert pas, il pourrait la donner pour essayer de récupérer son chaudron. Donc là, il va donc donner l'horloge à sa voisine de gauche. Il continue et là, la deuxième
qu'il pioche, il doit la garder. Et en l'occurrence, et là, c'est bien, le hasard a bien fait les choses, nous avons un chaudron. Il a fini son tour, au deuxième joueur de jouer. Il va faire pareil, donc là, il a un chaudron. Et là, la nana pourrait se dire, ah, parce que là, ils ne savent pas qui c'est. Mais là, elle voit qu'il a un deuxième chaudron. Donc, elle va lui donner. Et là, il faut directement, voilà, je te donne le chaudron. Est-ce que tu es, est-ce que tu es le grand méchant loup? Là, il va vous dire, non, ce ne suis pas le grand méchant loup. Donc, on va dire qu'il part sur du blanc. Il n'est pas le grand méchant loup. Donc là, déjà, on a une information sur ce joueur. Il n'est pas celui-là. Mais attention, ils vont déjà se renseigner en se demandant, ah, il a deux chaudrons, est-ce que ça ne serait pas Hansel? Donc là, si quelqu'un avait deux cartes, il pourrait très bien aller pointer du doigt et lui dire, je pense que tu es Hansel, parce que tu as deux chaudrons, et je suis un petit peu méfiant. Si jamais il se trompe, c'est la personne qui a été incriminée qui reçoit, je crois, mais là j'ai peut-être une bêtise. Mais bref, revenons à nos moutons. Donc là, ils vont se dire, ouais, il y en a un troisième, on va peut-être faire gaffe. Ou alors, ils se disent, ils vont prendre un risque. Le troisième joueur, s'il a un chaudron, il va se dire, tiens, je vais lui donner, et on va voir si c'est vraiment une selle. Mais là, c'est un risque et péril, parce que si, là, dans ce cas présent, c'est vraiment une selle, donc s'il reçoit un troisième chaudron, direct, il a gagné 7 manches. Donc, on continue. C'est elle, elle a donné, donc là, elle décide de garder, elle a une horloge. Donc là, c'est pareil. Là, c'est pareil, il faut qu'elle donne. Bon, là, vous voyez, ça, c'est son truc de bienfait. Mais là, il faut qu'elle donne un petit peu d'informations aux autres joueurs. Donc, est-ce qu'elle est Cendrillon? Elle dit non, je ne suis pas Cendrillon. On va dire que c'est le rose. Et là, on continue donc avec le personnage qui est là-bas, et ainsi de suite. Donc là, le soulier de verre. Là, c'est pareil, elle se dit, tiens, elle a le soulier de verre, mais elle l'a pris dès le début. Donc c'est quand même bizarre. Qu'elle l'ait pris au début, ça veut peut-être vouloir dire qu'elle est Cendrillon. Donc je ne vais pas faire l'erreur de lui donner une carte qui pourrait l'aider à gagner juste après. Donc celle-ci, je vais plutôt la garder. Ou du moins la donner à quelqu'un d'autre. Et là, on pioche une deuxième carte. Ah bah c'est encore un soulier de verre. Mais là, comme je l'ai déjà donné, celui-ci est gardé par le troisième joueur. Le quatrième joueur, c'est pareil. Là, il a un miroir. Rappelons-nous que elle, on sait que c'est Cendrillon pour l'histoire. Donc elle, le miroir, elle peut le donner à n'importe qui. Elle se dit, tiens, je vais donner ça à la méchante reine, on ne sait jamais. Bon là, pour l'exemple, on sait que c'est elle. Et là, nous avons le chaudron. Alors là, c'est pareil. Nous avons la possibilité ou non de le donner à Hansel, mais elle se dit, tiens, je vais quand même pas faire ça parce que je pense quand même que ça va peut-être l'aider à gagner. Et puis de toute façon, elle a donné la carte avant, donc elle est obligée de le garder. Lui, c'est à lui encore à lui de jouer. Donc on va voir ce qu'il va tirer. Il a un déguisement. Pour le déguisement, il se dit, tiens, je vais quand même le donner à quelqu'un parce que moi, je veux peut-être tenter de gagner le chaudron. Donc elle le donne au dernier joueur. Et là, nous avons une friandise. Ah, par contre, c'est risqué. Parce que la friandise, rappelez-vous, c'est son artefact de malheur. Mais il est obligé de le garder parce qu'il a donné la première carte. Et bien sûr, ça a mis un petit peu la puce à l'oreille. Ils se sont dit, tiens, il a deux cartes, mais il ne s'en sert pas pour faire un pouvoir. Nous avons ensuite, au retour au deuxième joueur, à elle, de jouer. Là, ah mais attendez, avant, elle a une couronne. Donc là, c'est bien, elle le garde. Car rappelez-vous, ah non, même pas. Elle a aussi la possibilité de jouer. Donc là, je crois que c'est à ce moment, elle le fait comme elle le veut. Elle décide de jouer, c'est une action supplémentaire parce qu'elle se débarrasse. Donc là, elle se dit, tiens, je veux pointer du doigt. Je veux être sûr et savoir si c'est pas toi. Toi, je pense que tu es Hansel. Là, dans ce cas, il lui dit oui, c'est vrai, c'est moi. Paf, on dévoile. Il a perdu ce tour-là. C'est dommage. Et elle a gagné
un jeton car elle a réussi à trouver l'identité secrète d'un joueur. On continue, jusqu'à ce qu'il y a, comment ça s'arrête un round. Eh bien, soit il y a un seul joueur qui n'a pas été trouvé, ou alors quelqu'un a réussi à récupérer ces 3 artefacts pour, pour l'artefact de bonheur, on va l'appeler comme ça, de chance. On continue comme ça, il va y avoir comme ça 3 rondes, on redistribue, on remélange tout. Le joueur qui commence est celui qui a le moins de roses. S'il y a une égalité, ce sera celui qui est à côté, à gauche du joueur qui a le plus de jetons roses. On continue comme ça. On a aussi des actions euh, qui sont changeables à chaque tour. J'en avais d'autres. Là, en l'occurrence, j'aime bien dire ce mot-là, tiens. Regardez une carte personnage non utilisée, puis piocher un artefact et décider de le conserver ou de le donner. Donc là, ça veut dire qu'il va choisir, elle va regarder un personnage au pif, et ensuite elle va piocher un personnage pour soit le conserver ou le donner. Donc ça sera une action bonus. Ou alors, elle peut piocher 2 artefacts et donner les un plusieurs joueurs. Je sais que ce sont des actions en plus, parce que forcément, c'est rare de les avoir. Alors, pour ce qui est de l'action optionnelle, de pointer du doigt, etc., c'est bien une option. Vous n'êtes pas obligé, et pour le faire, je le rappelle, vous devez utiliser 2 cartes similaires que vous n'avez pas besoin pour votre artefact de bienfait. Ensuite, l'autre point que je n'ai pas précisé, c'est pour la personne qui est éliminée, elle prend tous ses artefacts dans la main. Elle ne peut plus forcément gagner, forcément elle est éliminée pour cette manche, mais elle peut continuer encore à gagner des jetons roses en essayant de donner les bonnes cartes qui feront éliminer l'adversaire. Et dans ce cas-là, elle pourra gagner des jetons pour espérer se rapprocher de la victoire. Et donc, comment ça se fait? La personne qui est éliminée mais qui continue à jouer prend toutes les cartes dans ses mains, elle va piocher une carte et en donner une de son choix de sa main à un adversaire afin de pouvoir réussir à déceler quelle est l'identité du joueur. Ensuite, dans ce cas de figure, donc, ça continue, on redistribue tout, on change les cartes, on remet des cartes ici au milieu, on rechoisit, ainsi de suite. Puis, la partie va s'arrêter quand quelqu'un aura eu 10 jetons roses ou plus. Après, vous avez aussi des particularités dans ce jeu, vous avez d'autres modules. Si vous avez envie de corser un petit peu le jeu, mais dans un premier temps, jouez plutôt dans cette configuration-là avec seulement juste les cartes artefacts et le jeu de base tout simplement, avec les actions, etc. Sinon, après, vous avez également des, des capacités spéciales en fonction de chaque joueur. Donc ça, vous prenez, en gros, vous prendrez la capacité spéciale de votre personnage au tour précédent. Ça vous donnera une action en plus, une capacité. Donc ça peut être ajouté quand vous maîtrisez un peu mieux le jeu. Et vous avez également les cartes paris, où là, vous avez aussi la possibilité de vous dire quel personnage va réussir à gagner à la fin. Donc là, c'est pareil, hein, c'est quand même des modules quand vous avez compris bien les mécanismes de jeu. Donc je vous conseille plutôt de le faire quand vous aurez fait plusieurs parties et ensuite vous les rajoutez. Vous pouvez rajouter un module ou les deux directement. Donc voilà pour ce qu'on pouvait dire pour la règle du jeu de la mascarade des frères Grimm. Donc déjà au niveau des illustrations, c'est quand même très joli, c'est soigné, c'est vraiment bien amené. Au niveau des mécaniques de jeu, ça reste très sympathique. Au niveau des identités secrètes, c'est assez intuitif. Au début, c'est peut-être un petit peu compliqué la mise en place, mais une fois que vous avez bien compris, tout roule, tout est bien huilé. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour la règle de jeu de la mascarade des frères Grimm. Et voilà, c'était la présentation de la mascarade des frères Grimm. Donc j'espère que cette explication aura été bien concise, qu'elle t'aura convaincu de prendre ce jeu. Tu me diras dans les commentaires ce que tu en as pensé.
Désolé pour la caméra, c'est toujours un petit peu en train de plonger et de se barrer un petit peu en cacahuète. Ça, c'est parce que j'ai pas forcément un très bon trépied. Mais bon, ça, je rectifierai au fur et à mesure pour vous proposer des vidéos de meilleure qualité. En attendant, j'espère quand même que ça t'a pas gêné, que ça t'a bien expliqué les règles de ce jeu. C'est donc un jeu d'identité secrète qui est vraiment sympathique dans un univers vraiment bien marqué et très soigné et très joli. Je rappelle, ou au moins je ne l'ai pas dit, c'est donc réalisé par Tim Esner, Ben Esner et Jay Hudson et réalisé au niveau des dessins par Mr. Cuddington. Et c'est également disponible et édité par Lucky Ducky Games ou alors dans son éditeur original Skybloom Tabletop. À une prochaine vidéo. En attendant, prends soin de toi. N'oublie pas de liker, partager et t'abonner. On se retrouve très bientôt. Bye bye.